merci à tous d'être avec nous ce matin pour ce premier webinaire du projet Cilia. Je suis très heureuse de pouvoir inaugurer cette année 2024 qu'on a placée sous le signe de la cybersérénité par ce webinaire pour explorer ensemble un peu plus de manière pragmatique et pratique la cybersécurité, ce sujet dont tout le monde parle mais qui reste quelque chose d'éthéré et d'impalpable. Comment ça se traduit concrètement dans votre réalité d'entreprise, dans vos problématiques du quotidien. Et nous aurons autour de nous, pour cette heure de discussion, un panel d'experts et qui va apporter, je pense, une vision assez complète de la situation. Avec tout d'abord un témoignage d'une entreprise du e-commerce qui a été victime d'une cyberattaque, qui a accepté de témoigner sur ce que ça a eu comme conséquence pour son activité de se faire attaquer. Je pense que les preuves valent mieux que beaucoup de paroles et de démonstrations théoriques. Donc, on a souhaité commencer par cette présentation, par ce témoignage. Il existe, lorsqu'on se fait attaquer, parce que ça arrive, malgré tout ce que l'on peut faire, anticiper le risque, c'est comme quand on conduit sa voiture, hein. C'est le fait d'attacher sa ceinture lorsque l'on conduit, ça nous garantit d'avoir de moindres conséquences en termes de dégâts, mais ça n'empêche pas l'accident de survenir. C'est la même chose pour une cyberattaque et pour la cybersécurité. Donc, il existe des moyens pour remédier à une attaque, pour se remettre en état, pour se remettre en scène. Et donc, c'est Franck Gickel du VIP cybermalveillance.gouv.fr, autrement appelé ACIMA, qui nous parlera notamment de l'état un petit peu de qu'est-ce qu'on voit comme risque cyber pour les PME, les principaux risques, leur retour d'expérience, parce qu'ils ont des statistiques sur les attaques qu'ils voient, eux, chez leurs bénéficiaires qu'ils accompagnent, et puis nous parler du réseau d'experts cyber qui les accompagne en proximité lorsqu'il faut remettre en état un système d'information après une attaque. Un troisième intervenant qui est Nicolas Hénon, qui est à ma droite, donc c'est pour ça que je tourne la tête pour le regarder, qui est co-gérant de Neotech Assurance, membre du groupe Diosassi, donc courtier en assurance, qui nous parlera du risque cyber vu du point de vue d'un assureur, et puis de ce constat de concrètement, qu'est-ce que ça représente en termes chiffrés, le risque cyber, et puis quand on veut s'assurer, quelles sont les conditions pour ce faire. Et nous terminerons notre tour de table par Hubert Loiseau, l'expert en cybersécurité du projet Cilia, qui présentera le parcours d'accompagnement proposé dans le cadre de notre projet. Et concrètement, comment est-ce que ça peut répondre, je l'espère, à toutes vos questions et à votre besoin direct. Donc, sans plus attendre, et avant de vous présenter le témoignage de l'entreprise boutiquerom.com, je voudrais rappeler un chiffre, c'est que 50% des PME qui se font attaquer déposent le bilan dans les 18 mois qui suivent. C'est important de donner ce chiffre en préambule. Alors, on pourrait ergoter sur est-ce que ce chiffre est valable, est-ce que c'est un chiffre qui date d'un an, d'à 2 ans. Je pense que la grande tendance est là. Le principal risque aujourd'hui, c'est la faillite lorsque l'on se fait attaquer, et pourtant, les moyens de se prémunir peuvent être parfois assez simples et n'ont pas besoin d'être déployer des besoins financiers colossaux, des investissements financiers colossaux et des achats d'équipements. Je laisse la parole à Franck. Donc Franck qui est en visio parmi nous, voyez sa vidéo. Donc Franck est responsable des partenariats chez ACIMA. Et donc ACIMA avec qui on va travailler main dans la main le projet Cilia pour proposer des contacts personnifiés et de proximité à nos bénéficiaires. Donc Franck, est-ce que tu peux nous parler un petit peu en résonance avec ce témoignage de boutiquerom.com de ce que vous voyez côté ACIMA en termes de menaces et d'attaques sur les PME, et puis la réponse que vous apportez après une attaque avec le réseau des experts cyber, comment vous l'avez constitué, pour quelle philosophie et concrètement comment ça fonctionne quand on s'est fait attaquer,
Est-ce qu'il existe un numéro d'urgence, un peu comme on appelle le 18 les pompiers? Est-ce qu'il y a un 18 j'appelle à CIMA? Je te laisse la parole. Merci. Alors, déjà, peut-être 2 mots pour représenter, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, cybermalveillance.gouv.fr, voir un petit peu d'où viennent les tendances que je vais vous présenter. Nous, on a été créé il y a 6 ans dans le prolongement des missions de l'ANSSI pour aller s'occuper des particuliers, des entreprises, avec un focus notamment autour des TPE et des PME, et également des collectivités, des associations. Il nous a donné 3 grandes missions. La première mission, qui était la plus urgente, c'est effectivement une mission d'assistance, puisque bien souvent, ces publics ne se préoccupent malheureusement du sujet que lorsqu'ils sont victimes. Ils sont, comment ainsi dire, sensibiliser malheureusement à la force de l'incident. C'est souvent un petit peu trop tard. Il faut être en capacité, effectivement, de les accueillir, de les aider à se diagnostiquer, mettre un mot sur le phénomène qu'ils rencontrent. C'est ce qu'on fait avec un parcours sur notre site. On va leur donner des conseils et on va aller jusqu'à leur proposer effectivement d'être mis en relation avec des prestataires pour remédier aux incidents. Je vais y revenir. La deuxième grande mission qui nous a été donnée, c'est une mission essentielle de sensibilisation et de prévention. On est de très gros producteurs de contenu. En 6 ans, on a produit plus de 500 contenus et articles de sensibilisation, des mémos, des fiches, des vidéos, etc. Tout est disponible en licence ouverte. Ça veut dire que ça peut être très librement utilisé, réutilisé et partagé. Donc, n'hésitez pas à utiliser toute cette matière. C'est extrêmement important. Et troisième mission essentielle, l'observation du risque, puisque sur la plateforme, en 6 ans, on a accueilli 12 millions de visiteurs sur le site, et à travers les parcours victimes dont je vous parlais, c'est plus d'1 million de victimes qu'on a assistées. Donc on a un échantillon qui malheureusement commence à devenir sacrément représentatif, et on en tire chaque année des états de la menace. On va publier l'état de la menace 2023 en mars. Et pour vous donner un petit avant-goût, dans les principales attaques qu'on voit sur les publics entreprises, notamment TPE, PME, le top 3, c'est l'hameçonnage, qui n'a rien d'anodin, voilà, qu'il ne faut surtout pas banaliser. Chez nous, en interne, on appelle ça ce phénomène la mère de toutes les attaques, c'est-à-dire que de nombreuses attaques commencent par bien souvent un simple phishing qui donne lieu à d'autres menaces et avec derrière des impacts extrêmement importants. L'autre menace qui arrive juste derrière, c'est le piratage informatique. Alors on pense notamment au piratage de boîtes mail, piratage de comptes de réseaux sociaux, extrêmement important pour un certain nombre de commerçants. Là, on parlait d'un e-commerçant juste avant, avec des conséquences pour les victimes, mais aussi pour leur entourage. On a eu cette année notamment énormément de phénomènes de piratage de boîtes mail qui donnaient lieu à de l'envoi de faux RIB. C'est arrivé notamment chez les notaires, chez des artisans, par exemple du BTP ou autres, qui se font donc pirater leur boîte mail, détourner les mails, et à chaque fois, on envoie aux clients des faux RIB. Vous imaginez ce que ça peut donner sur des transactions importantes comme celles qu'on peut faire auprès de son notaire. Donc voilà, et avec à chaque fois des victimes qui malheureusement ne se concentrent pas sur la faille initiale et vont se concentrer sur le RIB en disant mais comment ça, un faux RIB, alors qu'en fait le sujet n'est pas le RIB, mais bien le piratage de ces comptes-là. Et enfin, et sans surprise, les ransomware, rançongiciels, qui peuvent être le fruit d'attaques initiales ciblées ou pas. Et dans la majeure partie des cas, ce n'est pas le cas. Il faut bien comprendre que lorsque on se pense un petit peu à l'abri, parce qu'on n'est pas nécessairement une cible de choix, déjà en creusant un petit peu, on se rend compte qu'on a toutes et tous, je pense déjà au domaine professionnel, des données, de la valeur de l'entreprise, mais même quand ce n'est pas le cas, il faut comprendre que les pirates sont dans une logique héroïste. Ils vont faire ce qu'on va appeler de la pêche au chalut, trivialement, aller scanner l'Internet à la recherche des entreprises les plus vulnérables, qu'après ils vont aller attaquer, qu'après ils vont aller cibler. Donc, tout ce constat un petit peu anxiogène, désolé, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des choses à faire pour éviter de rencontrer ces attaques avec des impacts concrets, dramatiques. Hein. On l'a vu juste avant, atteinte à l'image de l'entreprise, interruption d'activité, perte d'informations confidentielles avec des risques évidemment juridiques derrière. Et c'est essentiel de se sécuriser sur plusieurs aspects. L'aspect humain, on ne le redira jamais assez, avec les 3 menaces que j'évoquais là, la sensibilisation, c'est essentiel.
aux fondamentaux. Voilà, donc ça peut sembler à chaque fois un petit peu tarte à la crème. On entend toujours, oui, les mots de passe, l'hameçonnage, les sauvegardes, les mises à jour, etc. Si on maîtrisait 4, 5 fondamentaux de la cyber, je peux vous dire que nous, on aurait un bon 80% de victimes en moins sur notre plateforme. C'est énorme. Et à côté de ça, évidemment, et on va en parler aujourd'hui, le volet technique. Mais alors, le volet technique, c'est toujours un petit peu compliqué. Par où on commence et surtout vers qui se tourner. Parce que, avec ce qu'on voit sur notre plateforme, je peux vous dire que si on n'est pas mécanicien, il faut éviter de mettre les mains dans le moteur. Voilà. Ne jouez pas aux apprentis sorciers, faites-vous accompagner par des prestataires de confiance. Alors effectivement, c'est toujours un petit peu compliqué de se dire oui, mais qui sont les bons prestataires? Et c'est pour ça qu'on a créé le label Expert Cyber dont on parlait en introduction, puisqu'il y avait auparavant, il a été créé il y a 2 ans, des certifications de haut niveau créées par l'ANSSI avec les visas de sécurité de l'ANSSI, mais l'ensemble des prestataires certifiés à l'époque n'adressaient pas nécessairement ce segment justement des TPE-PME. Et d'autre part, on avait des prestataires qui, sur l'ensemble du territoire, ne pouvaient pas prétendre à ce type de certification. Or, ils étaient tout à fait capables de faire le travail avec le bon niveau d'expertise pour ce public cible. Donc, on s'est mis autour de la table avec l'ANSSI, avec l'AFNOR, spécialiste français de la certification, et avec les syndicats de cette profession, des prestataires informatiques. Et on a élargi le spectre, c'est-à-dire qu'on est parti de notre mission initiale d'assistance, donc de réponse à incident, et on a décidé d'élargir le spectre parce que c'était essentiel au volet sécurisation, à l'amont. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer un réseau de prestataires, il y en a à peu près 200 sur l'ensemble du territoire, dont plus de 70% hors Île-de-France, c'est extrêmement important, c'est un dispositif qui n'est pas parigo-centré. Et l'idée, c'est de proposer des prestataires dont l'expertise est éprouvée, reconnue par l'AFNOR. Il y a tout un cahier des charges, un référentiel d'exigences auquel se plient les candidats, qui est disponible évidemment en source ouverte. Et après, ils sont labellisés pendant une période de 2 ans sur leurs donc, compétences en installation, donc sécurisation, la partie intégration essentielle. C'est bien d'avoir les bonnes solutions, mais encore faut-il bien les intégrer. La maintenance en conditions opérationnelles et de sécurité, c'est essentiel. On l'a vu, de nombreux systèmes sont attaqués parce qu'ils ne sont pas tenus en conditions de sécurité. Et enfin, évidemment, la partie réponse à incident dont on parlait. Donc, ce qu'on peut vous donner comme conseil aujourd'hui, c'est de vérifier par qui vous êtes accompagné, de ne pas hésiter à challenger vos prestataires. Lorsqu'on a créé le label, les syndicats de cette profession nous ont demandé à avoir un tarif de labellisation extrêmement bas pour que l'ensemble des prestataires puissent se faire labelliser et que le budget ne soit pas un frein. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement accessible. Ils peuvent se faire labelliser Expert Cyber et c'est extrêmement important d'apporter un petit peu de lisibilité à la qualité d'offre de service. À l'heure où tout le monde commence à parler de cyber, c'est un petit peu le nouvel Eldorado et on peut trouver à boire et à manger. Donc, c'est extrêmement important et c'est notamment sur ce volet qualité et confiance qu'on va travailler avec Cibia pour aider le dispositif à identifier les bons prestataires pour accompagner correctement les entreprises. Merci beaucoup, Franck. Donc, on a un besoin, on s'est fait attaquer. On va sur le site cybermalliance.gouv.fr pour trouver un expert qui est proche de chez soi et qui peut nous aider à nous remettre en état. C'est le message que tu veux transmettre. Alors, c'est un des messages, si ça y est, malheureusement, l'incident est arrivé, mais le message encore plus fort, c'est surtout, avant cela, allez vous sécuriser, si ce n'est pas déjà le cas, et surtout, ne soyez pas dans un faux sentiment de sécurité. Encore une fois, faites appel à votre prestataire, challengez-le, et à côté de ça, assurez-vous de bien sensibiliser vos équipes et vous serez déjà largement plus robuste qu'un paquet d'entreprises. Et gardez en tête que les pirates vont aller chercher les victimes les plus faibles. Donc, soyez plus robuste que celui d'à côté et vous avez des chances que ça passe, l'orage passe à côté. Merci beaucoup, Franck. On aura un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire pour que vous puissiez aussi réagir aux différentes interventions de nos panélistes. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, Franck, qui est très intéressant, c'est qu'on a souvent tendance à présenter la cybersécurité comme un risque à gérer, où il faut se prémunir, et puis avec ce côté anxiogène,
en permanence. Qui dit risque dit il va m'arriver quelque chose, je vais tout perdre. Enfin, c'est pas une situation de confort absolu dès lors qu'on parle de cybersécurité. Et ce que tu viens de dire est assez intéressant, c'est finalement comment est-ce que, et c'est le pari que l'on fait dans le cadre de Civia, comment est-ce que la cybersécurité peut être un moyen de mieux réaliser son cœur business, de mieux sécuriser son activité, et tu l'as très justement dit, de se mettre en meilleure compétition vis-à-vis de nos concurrents principaux. Bien, la cybersécurité fait partie intégrante des critères qui vont faire que demain, on va être sélectionné pour des marchés publics ou des appels d'offres de grands donneurs d'ordre où il faut être cybersécurisé lorsqu'on est un petit fournisseur ou sous-traitant d'un grand compte. Donc, il y a aussi un certain nombre d'obligations qui vont arriver. On parle beaucoup de NIS2, une directive européenne qui va demander également de se mettre en respect et en conformité avec ces règles. Et donc, dans tout ça, se pose la question, OK, maintien en conformité, mais est-ce que je peux être assuré contre le risque cyber? Est-ce qu'il existe réellement un pare-feu au-delà de m'y préparer? Est-ce que l'assurance peut être une réponse face à ce risque? Donc, je vais passer la parole à Nicolas Hellon, qui est co-gérant de Neotech Assurance au sein du groupe Biosassi. Et donc, Nicolas, est-ce que tu peux nous livrer ta vision sur l'assurance cyber dans la protection des entreprises, dans leur manière de mieux réaliser leur activité? Et puis, si tu as quelques conseils à délivrer à nos participants à ce webinaire. Alors, il faut que je parle plus fort, c'est ça? C'est important de savoir de quoi on parle parce que dans le témoignage qu'on a eu, le premier réflexe qu'a eu le témoin finalement, c'est d'appeler son assurance traditionnelle qui ne couvrait pas le risque cyber. Donc il a été un peu désappointé. Donc on va essayer de définir ce que c'est que le risque cyber, puis ce que recoupent les assurances cyber, et enfin on fera l'état des lieux du marché avec les exigences des assureurs. Alors le risque cyber, il n'est pas nouveau, hein. Le risque cyber, il existe au moins depuis 1978 avec l'article 34 de la loi de 78 informatique et liberté, avec une obligation de sécurité des données. Et le RGPD a quasiment repris cet article dans son article 12, qui impose toujours qu'on sécurise les données, c'est-à-dire intégrité, confidentialité et disponibilité. À cela s'ajoute la force probante qui vient des normes ISO 27002, je crois. 27005, je ne sais plus. Mais globalement, c'est ça le risque cyber. Donc, si tu peux passer à la slide suivante, par rapport à la définition sous l'angle assurantiel, je dis bien assurantiel, pour nous assureurs et courtiers, le risque cyber, ce sont les conséquences des incidents de sécurité sur la donnée et ou le système. Je ne vais pas rentrer dans le débat, ça je laisse à des puristes informaticiens de la sécurité, de la cybersécurité. Mais en tout cas, nous, en tant qu'assureurs, on veut avoir un spectre large pour mieux indemniser la victime. Donc, on ne va pas rentrer dans le débat données-système. Alors, il y a deux grandes conséquences. Il y a une conséquence de responsabilité civile et une conséquence de dommage aux biens. La troisième résulte de la deuxième. Pourquoi on l'a distinguée? Parce qu'au tout début des risques cyber, les grands comptes n'ont pas acheté de police cyber, ils ont plutôt enlevé les exclusions qui étaient dans leur RC, les exclusions cyber qui étaient dans leur police de dommages aux biens. Sauf que quand il y a eu les premiers sinistres, ils se sont aperçus que la réponse à incident, en responsabilité civile, il faut une réclamation, on n'a pas forcément une réclamation d'un tiers. Et en dommages aux biens, il faut constater un dommage et on ne l'a pas toujours. N'empêche que quand vous êtes convoqué par la CNIL, il faut des avocats, des experts techniques, il faut des frais de communication. Tout ça, c'est de la gestion de crise. C'est pour ça qu'on l'a isolé, mais en gros, ça reste quand même un risque de l'assuré. Pourquoi je vous rappelle cette dichotomie? C'est très important pour comprendre l'assurance. Rappelez-vous, le témoin, il ne savait pas trop qui appeler. Quand on parle de responsabilité civile, c'est le moment, en fait, ce sont les conséquences des préjudices que vous causez au tiers. Donc, en responsabilité civile, votre assureur indemnise le tiers et pas l'assuré.
En dommages aux biens, c'est un risque d'actifs, contrairement au premier où c'est un risque de dette civile. C'est vos actifs immatériels numériques qu'on assure et l'assureur indemnise l'assuré. Donc la gestion de crise, c'est l'assuré qu'on indemnise. Donc, une fois que je vous ai expliqué ce que c'est que les risques cyber d'un point de vue de l'assurance, alors il y a d'autres définitions. Moi, j'aime bien celle du Trésor parce qu'elle est très complète comme la nôtre. On peut passer aux assurances. Les solutions assurantielles, pourquoi je vous ai rappelé le petit topo sur l'assurance, je suis désolé, hein, mais pour bien comprendre, il faut connaître les notions. Finalement, une police d'assurance des risques cyber, elle couvre les 3 volets. Elle couvre le volet responsabilité civile vis-à-vis des tiers. Donc, vous transmettez un virus à un tiers ou un client, ça cause des dommages chez le client, vous êtes responsable. Un hacker utilise votre puissance informatique pour mener une attaque. On retrouve des logs ou des adresses IP qui viennent de vos systèmes chez la victime. Vous êtes responsable, toujours avec ces obligations de sécurité qu'on vous impose. Un hacker prend le contrôle de votre site web et insulte la terre entière, dénigre vos concurrents, je sais pas, enfin, vous êtes responsable. Alors, c'est pas vous qui l'avez fait, mais il est parti de votre site. Et vous avez une obligation de sécurité de vos sites. Ça, c'est le volet RC. Le volet dommages, ce sont les pertes de l'assuré. Ça va être quoi? Ça va être les frais supplémentaires, les surcoûts, les frais de restauration des données, la perte de marge brute d'exploitation, c'était un site marchand. Demain, s'il ne vend plus parce que son site est bloqué, il a une perte de marge brute d'exploitation. Tous ces risques s'assurent. Ça, c'est l'actif de l'assuré. Et le troisième volet qui est très important, c'est la crise. Donc, d'abord, l'expert peut comprendre ce qui se passe, parce qu'on ne sait pas. Hein. Des frais si vous êtes convoqué par la CNIL, donc des frais de défense. Des frais de notification si la CNIL vous enjoint de notifier. Des frais d'expert en cas de rançon. Des frais de communication, parce qu'il faut communiquer à votre écosystème pour le rassurer. Des frais de monitoring. Tout ça, c'est des frais de crise qui sont pris en charge par les assureurs. Alors, l'état du marché. L'état du marché de l'assurance, alors ça, je vous ai mis un rapport alors, qui datait de 2023, donc on attend le prochain, tout début 2024. Donc, tout ce que je vais vous dire, c'est les rapports de 2023. On n'a pas consolidé, alors 2023 qui date de 2022, hein, publié en 2023. On n'a pas fini de consolider 2023, qui montre bien que la cyberattaque est une grande préoccupation au sein des entreprises. Alors, l'état du marché, il est publié tous les ans par l'UCI, qui est une association, c'est le rapport l'UCI de l'AMRAE. L'AMRAE, c'est l'association des grands risques managers. On publie tous les ans, au mois de juin, le rapport l'UCI. Donc là, on a les chiffres du rapport l'UCI de 2023. Donc, il consolide 2022. Donc, on attend fini la campagne de 2023 pour le rapport de 2024. Qu'est-ce qu'il dit, ce rapport? Il dit que les grands comptes, donc grands comptes, c'est plus de 500 millions à 1 milliard, selon l'organisme qu'on prend. Les grands comptes sont équipés à 94%. Les grands comptes, ils sont équipés, ils sont assurés. Les ETI sont équipés à 10%, les PME à 2,4% et les TPE à 0,2%. Donc, ici, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les grands comptes sont assurés et que les autres ne le sont pas. Alors pourquoi ils ne le sont pas? On s'est beaucoup posé de questions. Est-ce que les questionnaires des assurances sont trop compliqués? Est-ce que les intermédiaires d'assurance pas assez formés? Est-ce que c'est les clients qui ne sont pas matures? Et finalement, j'en viens à cette solution-là, en fait. Il faut se rappeler que l'assurance, c'est un transfert du risque résiduel. Ce qui signifie que si on veut transférer un risque résiduel, il faut traiter le risque. Et traiter le risque, c'est de la sécurité, c'est de la prévention, c'est de l'investissement en sécurité. Donc les grands comptes le font, ils ont les budgets, ils sont obligés, ils sont cotés, ils ont des comptes à rendre, ils le font. Les ETI commencent à le faire, et donc tout l'enjeu, ça va être d'équiper en assurance les PME, et donc de faire monter les PME en termes de prévention et de cybersécurité. Page suivante. Donc, que dit le rapport Lucie? Alors, le marché de l'assurance, il s'est affolé en cyber il y a 2 ans, post-Covid.
parce qu'il y a eu beaucoup de sinistres et les stats des sinistres ont explosé. Donc aujourd'hui, il se stabilise, mais c'est bon chiffre. Donc un ratio de 22%, c'est que pour 100% de primes, l'assureur dépense 22. C'est un bon ratio, mais il est masqué par les grands comptes. En fait. C'est-à-dire que les chiffres des grands comptes se rééquilibrent, mais pas ceux des PME, on le verra dans le slide suivant, ni celui des TPE. Et ces 22%, ils se stabilisent, mais pour un an. Si on fait le ratio sur 5 ans, ils ne sont toujours pas bons, ils sont de 75%. Au-delà de 65%, un assureur perd de l'argent. Donc, un bon risque, c'est 20-40. Les chiffres des PME sont toujours pas bons. Donc, les assureurs, pour rééquilibrer les comptes, ils font quoi? Ils augmentent les primes, ils augmentent les franchises et surtout, ils augmentent le seuil d'éligibilité à l'assurance et les niveaux de protection qu'ils vont demander aux assurés. Pour que vous ayez des chiffres macro, l'assurance IARD en volume de primes en France en 2022, c'est 70 milliards. Les primes cyber, c'est 360 millions. C'est pour vous dire qu'on en est encore loin et que le marché il commence à se stabiliser et qu'il y a un glissement grand compte ETI PME. Donc il se stabilise au grand compte. Ça se stabilisera en 2023 pour les PME et on pense que pour les ETI, et que les PME, ce sera dans les 2 ans. Ça se suit. Les grands comptes s'équipent, les ETI s'équipent un an après et les PME un an après. Tout ça, c'est cadencé. Si on peut continuer. Donc là, je vous donne des exemples de primes pour les PME. La prime moyenne, donc dans les 2,4% assurés, c'est en gros dans les 2 millions d'euros de capacité d'assurance pour des franchises de 40 millions d'euros et des primes de 9 millions d'euros. Ça, c'est les moyennes. Pour une attaque de 100 000 euros à peu près en impact financier. Alors, le coût moyen d'un sinistre, c'est 300 000 euros. Mais c'est toujours biaisé avec les grands comptes. Donc, je pense que pour une PME, le ticket d'une attaque cyber, c'est bien 50 000, 100 000 euros. Donc, si la PME n'a pas de trésorerie, elle dépose le bilan. Et fait les coûts, ils sont tout de suite pris en charge dans la gestion de crise, dans le volet gestion de crise de l'assurance. Pour finir, le temps est parti, quand je dis que les assureurs relèvent le niveau sur l'éligibilité à l'assurance, donc pour assurer une PME, on aura, alors hors filiale à l'étranger aux États-Unis ou secteur sensible comme la santé, par exemple, une PME, on peut éviter un questionnaire. Mais il faudra respecter des prérequis. Parce que le jour du sinistre, si le prérequis n'est pas là, certains assureurs, c'est une déchéance de garantie. Donc il faut être très vigilant sur ces prérequis. Alors je vous les rappelle, et ça fera la liaison avec la suite. Évidemment qu'il faut avoir des systèmes de protection anti-intrusion qui doivent être mis à jour. C'est le BABA. Il faut sensibiliser et former les collaborateurs. C'est le BABA. Qu'il faut avoir une politique de gestion des mots de passe robuste. Qu'il faut avoir une politique des sauvegardes externes, fréquentes, avec une fréquence et testée annuellement. Qu'il faut avoir des connexions à distance sécurisées avec des VPN et des MFA pour tout ce qui est authentification, qu'il faut avoir un PCA ou un PRA, j'ai mis PCA, mais ça peut être aussi PRA, testé annuellement. Et alors bon, ça ne vous concerne pas, sauf les secteurs sensibles, comme la santé, certains secteurs publics. Il faut avoir des FIAM ou des SOC, mais ça, c'est plutôt demandé aux groupes de plus de 100 millions d'euros, donc ce n'est pas pour les PME. Et enfin, pour tous ceux qui traitent beaucoup de données sensibles, comme la donnée médicale, il faut crypter et anonymiser ces données. Voilà, donc ça, ce sont les exigences des assureurs. Et il faut savoir que ça, il faut le faire d'abord pour vous, pour votre comment dire, votre résilience. Vous le faites pour l'assureur, mais vous le faites d'abord pour vous. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Je t'en prie. Donc, transition, tu l'as dit, tout trouvé. Donc, l'assurance, on voit que les primes, qu'on ne répond pas finalement à l'impact que ça a eu réellement financièrement après une attaque. Donc, l'importance de se préparer en amont, ce que Franck a dit, ce que tu dis également.
Et au-delà de l'importance, une obligation si on souhaite s'assurer pour un minima retrouver, se remettre à flot lorsqu'on n'a pas une trésorerie suffisante et qu'on utilise une assurance cyber pour se couvrir pour ce risque, c'est de respecter un certain nombre de prérequis. Il faut se mettre à niveau. Voilà. Et donc cette mise à niveau, on a mené au campus cyber un travail d'investigation sur comprendre pourquoi la plupart des PME ne montaient pas en maturité sur le sujet de la cybersécurité, quels étaient les freins. Le frein financier, le frein humain, on n'a pas la ressource humaine et experte sur ces sujets pour concrètement l'investiguer plus amont. Donc le projet Cibia répond à cet enjeu de proposer un accompagnement en confiance et en neutralité pour les PME, peut-être le maillon manquant entre l'offre et la demande. Et du coup, je vais inviter à nous rejoindre Hubert, qui est notre premier expert cyber. Donc, Hubert sera l'un des accompagnateurs de Cibia qui ira dans les entreprises pour les rencontrer, pour comprendre leurs besoins et pour pouvoir fournir un plan de sécurisation le plus adéquat aux besoins réels constatés. Je te laisse la parole, Hubert. Merci Anne-Sophie. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Hubert Loiseau, l'expert cybersécurité du projet Cibia. Je remercie Nicolas et Franck pour leur présentation qui ont parlé d'une partie de la solution. C'est celle qui arrive plutôt en aval, quand l'incident a eu lieu, principalement. Moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une approche qui est complémentaire, qui consiste à se protéger avant d'anticiper peut-être une crise qui peut très probablement arriver. On va faire en sorte de se protéger. Et donc au campus cyber que vous voyez ici, et c'est la tour dans laquelle nous trouvons tous présentement, on est dans un écosystème qui est basé à la défense, et on a tout un tas d'acteurs du monde de la cybersécurité qui travaillent ensemble et qui participent à la création d'un pôle d'excellence français en matière de cybersécurité. Et au-delà d'avoir des acteurs privés, publics, institutionnels qui travaillent sur ces sujets-là dans une tour, je vais dire on parce que je suis affecté au campus cyber, au-delà d'être un bailleur social de mètres carrés, on a tout un tas de projets qui visent à fédérer cet écosystème, et Cibia, le projet que je porte aujourd'hui, en fait partie. Donc Cibia, c'est un projet pour Cyber Intelligence Artificielle Hub qui vise... en fait, c'est un projet qui vise à renforcer la cybersécurité des PME, des TPE probablement, et des collectivités territoriales qui n'ont pas été suivies ou accompagnées par les autorités nationales jusqu'alors. Et donc, on a monté ce programme au campus cyber pour finalement toucher ces acteurs qui sont un peu des oubliés de la cause cyber, si je puis dire. Et donc, votre humble serviteur ici présent contribue à créer ce programme pour accompagner tous ces acteurs-là. Pourquoi on a créé ce programme-là? Je vais ressortir des chiffres qui ont déjà été évoqués précédemment par mes collègues ici présents. Donc 50% des PME qui font faillite après une attaque cyber. Le constat est sans appel. Si on veut éviter de jouer à pile ou face avec la survie de sa société, il est de bon ton d'anticiper et de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer sa protection. Quels sont les impacts d'une cyberattaque? Alors, il y en a tout un tas, je vais vous en présenter quelques-uns très rapidement. Des impacts directs qui sont assez facilement tangibles. La perte de données sensibles, on a parlé de RGPD tout à l'heure, on sait aujourd'hui les sanctions qu'on peut encourir en tant qu'acteur privé quand on perd des données sensibles. Je ne vais pas vous faire la messe sur les actions prises par la CNIL. Donc, on peut avoir des pertes qui en résultent au-delà de la perte de données en elle-même, des pertes financières qui sont liées à des sanctions. Évidemment, une perte de réputation. Votre société, quand elle aura fait l'objet d'une attaque cyber, sa réputation va être entachée, même si aujourd'hui on assume d'être l'objet d'un groupe d'attaquants, parce que tout le monde est exposé. On a quand même un risque réputationnel qui existe. Si vous avez, par exemple, des clients qui sont des grands donneurs d'ordre et que vous avez été l'objet d'une cyberattaque, probablement qu'ils vont avoir quelques réticences à continuer à travailler avec vous, puisque vous faites porter un risque sur leur structure. Les coûts de restauration des systèmes, Nicolas en a parlé précédemment, et les pertes financières également. Sur des coûts indirects, évidemment, on peut envisager par la suite des conséquences qui s'enchaînent et les pertes de clients, comme je l'évoquais.
perte de confiance du public, peut-être, au-delà de la réputation vis-à-vis de nos partenaires traditionnels, même peut-être de la société civile. Une augmentation des primes d'assurance, Nicolas l'a très bien expliqué précédemment, et puis les litiges juridiques en cascade qui peuvent en découler. Qu'est-ce qu'il faut protéger? Pour éviter que tout ça n'arrive, il y a plusieurs spectres qu'il est nécessaire de protéger. Bien évidemment, la donnée. La donnée, c'est l'actif essentiel, hein, c'est votre mine d'or quelque part en tant que PME, et donc pas des données sensibles comme des données de santé ou des données financières de vos clients ou de vos fournisseurs. On n'a pas tendance à trop aimer qu'elles se baladent dans la nature. Par exemple, prenons des données de type groupe sanguin. Si vous faites fuiter ou si vous faites modifier des données de groupe sanguin de vos clients et que vous les inversez en tant qu'hôpital, je pense qu'il est de mauvais ton de faire une transfusion du mauvais groupe sanguin chez certains de vos patients. Donc forcément, ces données-là, il faut les protéger et pas que en confidentialité, en intégrité, il ne faut pas qu'elles soient modifiées ou ce genre de choses. Et la propriété intellectuelle aussi, qui nous apparaît comme indispensable. Hein. En tant que PME, vous avez un savoir-faire qu'il est indispensable de protéger. C'est un trésor de guerre également. Et puis des services et des systèmes qui sont peut-être un peu moins intangibles et moins palpables au quotidien. On a tendance aujourd'hui largement à faire appel à des prestataires qu'on dit en cloud ou en SaaS, as a service, où vous souscrivez à un abonnement mensuel. Et puis, advienne que pourra, une infrastructure tourne plutôt d'elle-même et on a tendance à plus trop s'en préoccuper. Donc, tous ces services-là sont importants de sécuriser, vos mots de passe, bien évidemment, et puis tous les systèmes qui peuvent vous appartenir, des serveurs, des ordinateurs, des baies de stockage, des systèmes de surveillance, vos caméras, par exemple, sont des actifs qu'il faut protéger. Donc l'initiative Cibia, elle est là pour résoudre et éviter que tous ces malheurs nous vous arrivent. Et elle a pour vocation donc, à soutenir les PME et les collectivités dans leur stratégie de cybersécurité. Et c'est pour ça qu'on a créé ce parcours, qui est un parcours subventionné, avec des services et des prestations, subventionnés à double titre d'ailleurs, au titre de la Commission européenne et de la région Île-de-France. C'est pour ça, bien évidemment, que nos bénéficiaires sont évidemment les PME et collectivités d'Île-de-France. Et donc, on a été sélectionné à ce titre-là en tant que pôle de référence en cybersécurité par la Commission européenne pour réaliser cette action et être financé. Notre initiative se base aussi sur un consortium d'acteurs de confiance, des acteurs privés, des acteurs publics, avec lesquels on construit le projet main dans la main et on essaie de créer des solutions pour répondre à tous ces enjeux-là. Les avantages pour les bénéficiaires du parcours que je vais vous présenter juste après, c'est un accompagnement complet. Les personnes que vous voyez aujourd'hui peuvent très concrètement venir vous accompagner pour assurer une mise à niveau en cybersécurité de votre structure avec un expert référent, un suivi continu, une assistance, une mise en œuvre de solutions pérennes et des parcours qui sont adaptés en fonction des secteurs de chacun. On sait que certains secteurs nécessitent des actions peut-être un peu plus radicales en matière de cybersécurité et de niveau d'exigence. Et puis, votre structure en termes de taille, en termes de chiffre d'affaires ou de budget, ne va pas avoir forcément les mêmes enjeux à protéger. Et donc, on adapte nos parcours. Donc, le parcours en question, il est présenté ici en 4 étapes. La première moitié, qui est une première moitié du parcours qui est sans reste à charge pour certaines conditions grâce à notre subventionnement, et donc qui nous permet de proposer un parcours déjà dans un premier temps d'embarquement et de diagnostic sans reste à charge pour les structures qui feront l'objet de ce programme-là. La première étape qui est un embarquement, on va analyser la surface d'attaque externe de votre structure vue d'Internet et donc vue du point de vue d'un attaquant. Je crois que c'est Franck de Cybermalveillance qui tout à l'heure disait les attaquants vont scanner Internet et ils vont voir quelles sont les structures les plus faillibles, les plus fragiles. Et si vous êtes parmi les plus fragiles, vous ferez probablement l'objet de tentatives, voire d'attaques de ces groupes-là. Donc on regarde cette surface d'attaque et on vérifie que vous êtes à un niveau de sécurité relativement suffisant pour ne pas être dans le viseur, en tout cas de prime abord. Et si ce n'est pas le cas, on adapte notre parcours pour muscler un petit peu cette exposition sur Internet.
Une deuxième étape qui va être un diagnostic, et un diagnostic qui va être un diagnostic humain, déclaratif, dans une logique de proximité, de confiance, qui sont nos valeurs à Cilia. Et ce diagnostic, on va faire en sorte qu'il soit, comme je vous le disais, adapté à votre taille et à votre maturité cyber. Si vous partez de zéro, on évitera d'avoir des référentiels d'exigence trop élevés. On s'adapte à vos besoins et à vos contextes. Et on va vous accompagner pour comprendre où sont les efforts les plus pertinents à mettre en œuvre en fonction du temps imparti et des budgets dont vous disposez. Et on va ensuite, à l'issue de ce diagnostic, formuler un rapport qui va vous donner des recommandations prioritaires à mettre en œuvre dans des temps rapides pour limiter la casse, on va dire, éviter que vous soyez ciblé trop rapidement. Et ensuite, dans une troisième étape, on va venir vous accompagner pour trouver des solutions qui répondent à ces recommandations. Si vous avez besoin d'installer une solution technique de cybersécurité, bien nous, on va vous aider et vous accompagner pour trouver la bonne solution qu'on aura sélectionnée dans un catalogue de confiance avec des acteurs qui s'adressent au marché des PME, qui ont des prix adaptés au marché des PME et qui sauront répondre à vos besoins et à vos exigences. Donc, on vous aide à trouver les solutions qui répondent à ces besoins-là. Et dans une logique peut-être de quatrième étape et de pérennisation, on va faire en sorte de vous appuyer pour trouver des financements possibles. Et il existe des financements, on peut vous aider à trouver ces financements-là pour acheter et déployer des solutions qui vont vous permettre d'atteindre le niveau de cybersécurité minimal pour éviter à coup sûr d'être piraté dans les mois et années à venir. Et donc, on vous accompagne pendant toute la durée de ce programme-là avec un accompagnement humain. Vous allez avoir une personne qui va vous suivre de long en large sur tout ce parcours. Vous aurez un interlocuteur qui sera dédié et auquel vous pouvez vous référer toutes les questions et interrogations que vous pourrez avoir durant ce parcours. Le parcours, il est déjà en œuvre. On accompagne déjà plusieurs structures et donc on continue de le développer et on vise à embrasser un nombre de structures bénéficiaires assez larges dans les 2 années à venir. Donc, on est à l'écoute de toutes vos propositions et sollicitations qui pourraient naître à l'issue de cette présentation. Et, je vais redonner la parole à Anne-Sophie pour le mot de conclusion. Merci à tous. Le mot de conclusion, en tant que coordinatrice de l'EDIH Cilia, je vais vous rappeler peut-être quelles sont les conditions d'éligibilité au sans reste à charge pour les 2 premières étapes de notre parcours. C'est si vous êtes une PME en région Île-de-France, ayant entre 10 et 250 salariés, générant moins de 50 millions de chiffre d'affaires, les 2 premières étapes du parcours décrites par Hubert seront sans reste à charge pour vous. Donc, c'est l'occasion de savoir où vous en êtes, de savoir où vous en êtes par rapport aux concurrents du même secteur d'activité que vous, et puis d'avoir surtout un plan de recommandation. Il ne s'agit pas juste de se dire je vais chez le médecin parce que je me sens peut-être un petit peu malade ou avec des symptômes et sortir juste avec un bilan que tout ne va pas bien, mais sans recommandation et sans plan de sécurisation. Donc, l'importance de cet accompagnement personnalisé proposé par Cilia, c'est que, je l'ai dit et je le répète, on ne considère pas la cybersécurité comme un risque à gérer, mais comme une opportunité, dès lors que vous le faites, de mieux pérenniser votre activité et votre business. Et en ce sens, le premier entretien, lorsque l'on est dans la phase 1 d'embarquement, va être beaucoup plus de faire connaissance, quelles sont vos orientations, vos perspectives, la vision en tant que chef d'entreprise, où est-ce que vous voulez amener votre entreprise, à qui êtes-vous lié contractuellement en termes de grand donneur d'ordre, en termes de positionnement dans une chaîne de valeur beaucoup plus large. Est-ce que vous êtes en situation où vous êtes en monopole sur votre sujet parce que vous avez une expertise métier ou de développement de produits qui n'existent nulle part ailleurs, ou au contraire dans un contexte beaucoup plus concurrentiel. Tout ça, ça nous permet à nous aussi de placer la cybersécurité avec les recommandations qui seront faites en arbitrage par rapport à l'impact que ça aura de manière maximisée pour vous en fonction des investissements que vous pouvez consentir à faire dans un délai cadencé. Donc ça, c'est important de le rappeler. Donc si vous êtes intéressé, prenez contact avec nous plutôt pour qu'on puisse vous rencontrer et pouvoir engager ces 2 premières étapes. Ce sera l'occasion aussi de pouvoir vous présenter votre note
de maturité dans un premier temps. Et puis de pouvoir vous proposer un catalogue d'offres, puisque positionné au sein du campus cyber, on a des offreurs de services et de solutions de cybersécurité performants. C'était le projet voulu par le président de la République de réunir au même endroit l'ensemble d'un écosystème. Et en ce sens, on agrège cet écosystème pour qu'il puisse au mieux pouvoir adresser les besoins des PME. Donc, merci à nos trois intervenants, donc Franck de cybermalveillance.gouv.fr, Nicolas de Biosassi et puis Hubert du Campus Cyber pour leur intervention aujourd'hui. Et je vous ouvre la parole pour vos questions. Alors, il y avait déjà une première question, je pense qu'elle était destinée à Hubert. Je vais peut-être la lire. Les PME utilisent massivement des applications SaaS interconnectées. Qu'est-ce que vous recommandez comme mesure pour sécuriser les données qui y sont traitées? C'est vrai que c'est un peu un dilemme, hein, ce sujet des applications en SaaS. Leur cybersécurisation, souvent, elles ne relèvent pas, elles ne sont pas à votre main en tant que client. C'est des offres standardisées qui vont vous proposer une offre à prendre ou à laisser. Moi, ce que je recommande en premier lieu, c'est à minima, dans le processus d'achat, et notamment si vous êtes une entité publique, c'est également valable pour des entités privées, de faire en sorte d'avoir des clauses de cybersécurité qui sont un minimum vital requis, avec des exigences traditionnelles, hein, des clauses qu'on peut retrouver de manière assez générique un peu partout. De faire en sorte aussi peut-être de s'assurer de la conservation des données, parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'un acteur soit défaillant. Par recommandation, ce serait peut-être de faire en sorte de récupérer les données de manière régulière de ces plateformes en SaaS qui peuvent, sur un coup de tête, disparaître, parce qu'elles aussi, elles sont dans le viseur, hein, aucun acteur n'est épargné. Donc, moi, je recommanderais de garder bien au chaud quelques copies de ces données-là pour s'assurer à minima, en cas de défaillance du prestataire, au moins de pouvoir repartir avec une base de données à peu près saine. Et oui, effectivement, il y a assez peu de bonnes réponses, à mon sens, pour adresser ce problème-là. Il y avait une remarque sur l'intervention de Nicolas sur les données chiffrées et non cryptées comme prérequis. Alors oui, je confirme, chiffré est peut-être plus approprié. Voilà. Bon. On a quelqu'un de taquin dans l'Assemblée, je vois. Mais pour accepter, voilà, c'est l'acte d'amélioration, je l'ai pris. Peut-on recevoir les sites projetés, en particulier les chiffres partagés du marché par taille d'entreprise? Donc ça, c'était une question pour toi aussi, oui, Nicolas. Oui, d'autant qu'ils sont publics, donc il n'y a aucun. Alors, je ne sais pas comment si vous diffusez des slides, ou sinon je vous donnerai. Voilà, on peut les envoyer, ou je mettrai le lien on peut avoir aussi le rapport Lucie. C'est ça. Je compléterai et je mettrai à jour. Il y a d'autres questions? Je vois que Serge Musique aussi avait une question assez liée avec la précédente sur les plateformes en SaaS. Comment identifier ces applications en SaaS? Effectivement, c'est un vrai sujet, et je pense que c'est au moment du processus d'achat en fait que tout se joue. Donc de se replonger peut-être dans les différents fournisseurs à qui on paye de manière récurrente des prestations. Ça peut être un moyen de se mettre la puce à l'oreille et de se dire on a souscrit ici un abonnement, peut-être que ça n'a pas forcément été validé par la personne compétente en matière d'informatique, voire de cybersécurité si elle existe. Et donc peut-être d'éplucher de manière assez régulière les différentes factures et les fournisseurs avec lesquels on travaille peut être une option pour détecter ces solutions-là. Au-delà d'un sujet technique, consisterait peut-être à regarder le trafic réseau et voir si on a tendance à très régulièrement aller chez les grands acteurs au niveau de la navigation web, qui serait à mon sens beaucoup moins pertinent que l'aspect plutôt financier et processus administratif. Alors, le webinaire sera disponible en replay, oui. Comment peut-on devenir partenaire du projet ciblé en tant qu'éditeur européen de solutions de sensibilisation? Donc là, c'est pour préparer l'étape 3 de notre parcours d'accompagnement pour nos bénéficiaires. Bien sûr, il faut qu'on structure tout l'écosystème des offreurs de services et de solutions. Dans ce contexte-là, vous m'envoyez un email, prenez contact pour faire acte
de votre envie à proposer votre offre de service pour les PME, pour qu'on comprenne ce que vous pourriez proposer. Et puis, on a une grille d'évaluation que l'on mène et que l'on décide en collégialité avec l'ensemble des membres du consortium déjà constitué pour comprendre si ça correspond bien aux attentes du public que l'on cible. Donc, je vous invite à prendre attache avec moi pour qu'on puisse en reparler ultérieurement. Je vois qu'on a une question de Philippe aussi qui pose la question de l'accompagnement SIDA qui est proposé. Est-ce que l'accompagnement pris en charge ou subventionné des 2 premières étapes est réservé à l'Île-de-France? Alors, l'accompagnement n'est pas réservé à l'Île-de-France. L'accompagnement est possible pour n'importe quelle PME ou collectivité territoriale d'Europe. Néanmoins, notre cofinancement étant assuré par la région Île-de-France, pour avoir les 2 premières étapes sans reste à charge, il faut être basé en région Île-de-France. Donc, si vous êtes une PME du Loiret ou de la Poméranie occidentale, il faudra être en capacité d'activer d'autres sources de cofinancement pour que vous ayez le même parcours d'accompagnement. Ça, d'un point de vue technique, on vous proposera la même chose. Mais pour que cela soit sans reste à charge pour vous, il faudra identifier quelles sont les autres sources de financement complémentaires que vous pouvez actionner soit en local dans votre région, soit dans votre pays, soit peut-être si vous souhaitez investir vous-même les 50% restants. Donc là, on n'est pas limité géographiquement pour notre accompagnement, mais c'est quand même une limite si on considère que financièrement, il faudra trouver les 50 autres pourcents. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Dans les collectivités, pas de solution de double authentification, pas de solution de détection avancée EDR, pas de PCA-PRA, donc PCA plan continu d'activité, PRA plan de reprise d'activité, égale impossibilité totale de trouver une assurance, pas les mêmes moyens que les grands comptes. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour des petites collectivités en termes d'assurance cyber? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des PME, l'assurance dans les petites collectivités, même combat? Le combat, il faut se mettre à niveau. Je suis désolé, faut peut-être voir comment justement bénéficier des aides qu'on peut déployer pour se mettre à niveau, parce que on peut pas transférer un risque qui n'est pas maîtrisé. Donc, et l'assureur nous s'engagera. Ils l'ont fait dans le passé, ils avaient des critères moins exigeants, mais vu la recrudescence des sinistres, ils peuvent plus. C'est plus économiquement, c'est plus tenable. Donc, le risque pour être transféré à des acteurs de l'assurance doit être maîtrisé en amont, et donc il faut monter en compétence. C'est un discours qui peut paraître un peu dur, je sais, mais on ne peut pas faire de miracle. Nous, en tant que courtier, on pourrait vous vendre des polices et ne pas vérifier que vous n'êtes pas. Mais si, pour que le jour du sinistre, l'assureur ne paye pas, il n'y a aucun intérêt. Dans ce cas-là, il vaut mieux pas s'assurer. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se mettre à niveau. Et tout ce que vous dites seront certainement visés dans les plans d'action à la suite de l'audit proposé par Cibia. Donc, on est vraiment dans le cœur du sujet. Donc, l'assureur prend le moins de risques, pas de risque. C'est la réaction de... L'assureur prend un risque puisqu'il va vous payer. De toute façon, il faut savoir que tout le monde se fait attaquer. Donc aujourd'hui, c'est pas qui est-ce qu'on va se faire attaquer, c'est quand. Et on peut d'abord, c'est pas parce qu'on met en place toute une prévention que le risque zéro n'existe pas. Donc le risque existe. Et ne serait-ce que la prise en charge des frais d'experts pour gérer la crise, donc le troisième volet que je vous ai identifié, bien sûr qu'il sera pris en charge. C'est comme une maison, on ne va pas vous assurer si vous fermez, un peu quand vous partez en vacances, si vous ne fermez pas les volets de votre maison. Donc, alors c'est peut-être un peu simpliste comme comparatif, mais on en passe par là. C'est pareil dans l'industrie. Un entrepôt qui n'a pas de système anti-incendie ne pourra pas être assuré contre un incendie. Et ce n'est pas parce qu'il a des dispositifs anti-incendie qu'il n'y aura pas d'incendie. Ça va simplement limiter l'impact. Franck, tu voulais réagir? Oui, un petit ajout avec des pistes très concrètes par rapport à ça, parce que c'est une réalité, les problèmes de moyens des collectivités en matière de cyber et la complexité de
mobiliser les élus qui ont énormément de sujets, on l'a vu au dernier salon des maires à gérer, dont la cybersécurité, mais c'est un Xème sujet. Pour les petites collectivités, il y a la piste à envisager très sérieusement de la mutualisation des ressources SSI. Ça se fait de plus en plus. Bon, je ne devrais pas citer plein de noms, mais on va en citer un parce que là, il y a une question concrète, donc on va apporter une réponse concrète. Il y a notamment un réseau d'opérateurs publics de services numériques qui s'appelle le réseau Déclic. Voilà, ce n'est pas le seul, mais ils ont voilà, des structures qui permettent de faire de la mutualisation avec des petites collectivités, des communautés de communes, etc. Ça fonctionne déjà et je vous encourage vivement à regarder ça en détail parce que ça permet vraiment de se lancer sur le sujet à moindre coût. Mais il y a un coût tout de même, et donc il faut réussir à convaincre les élus d'y aller, et ça, c'est pas facile. Et sur le volet sensibilisation, j'en parlais tout à l'heure, il y a pas mal d'outils maintenant, énormément même, gratuits, avec même des programmes. Nous, on a livré un programme clé en main dédié aux collectivités, avec tout un kit, des vidéos, des fiches, etc., orienté collectivité. Et ça, c'est un volet qui coûte rien si ce n'est du temps, et qui permet déjà de faire avancer le schmilblick. Merci beaucoup, Franck. Y a-t-il encore des questions parmi vous, des remarques, des marques d'intérêt? Alors, les niveaux d'exigence des assureurs sont relativement hauts pour une PME. Comment lissez-vous ces niveaux d'exigence par rapport à la taille d'entreprise en fonction de la prime d'assurance? Beaucoup de questions pour l'assurance. Alors, les niveaux, ce que je vous ai donné est générique. Donc, évidemment que, par exemple, sur tout ce qui est VPN et MFA, les assureurs ne vont pas avoir la même vision que ce soit un grand compte ou une PME. Et puis, encore une fois, il faut se centraliser sur ce qui est vital. Hein, dans les systèmes d'information, pareil, il y a plein de systèmes d'information, souvent dans les collectivités ou dans les groupes. Il faut se recentrer sur ce qui est le plus important, pas forcément sur tout. Alors, comment les assureurs en fait, ils ont des grilles d'actuariat. Et d'abord, le prix de l'assurance, c'est en fonction de la capacité de l'assurance qu'on achète. C'est pas le même prix quand on achète une garantie de 5 millions que de 500 000 €. Il y a les niveaux de franchise qui vont après pondérer la prime. Et puis après, il y a l'analyse de risque, parce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus risqués que d'autres. Et tout le monde n'a pas les mêmes niveaux de sécurité. Alors, il faut pas avoir peur des prérequis que je vous ai donnés. Les assureurs n'ont pas forcément les mêmes attentes qu'un CISO ou un RSSI va avoir. Donc, ils ne demandent pas aux assurés d'être en surqualité. Faut pas avoir peur non plus. Mais on peut pas. C'est comme les mises à jour. Il y a des mises à jour. Ça dépend si on parle d'applications critiques ou pas. Donc, le délai de mise à jour attendu par l'assureur ne sera pas le même selon que c'est une application critique ou pas. Pour la sensibilisation aux collaborateurs, ils ne demandent pas à ce que tous les collaborateurs soient sensibilisés. Il faut au moins que 75 à 80% le soient. Il y a des books gratuits, enfin ça se trouve. Donc c'est pareil, ils n'attendent pas un degré, ils n'attendent pas des formations qui durent plusieurs jours. Hein. Si on sait dire qu'on a lancé un programme et que globalement une fois par an, tout le monde a passé un petit quiz ou a suivi une session de learning qui dure quelques minutes, ça leur suffit. Hein. Donc vous voyez, il ne faut pas non plus avoir peur. Hein. Ces critères d'éligibilité, c'est vraiment pour évaluer une maturité. Hein. C'est pas pour auditer et avoir une idée précise de votre niveau de sécurité. Ok, merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vais vous donner un prochain rendez-vous qui est le 19 mars au campus cyber, donc 5 rue Bellini à Puteaux. On organise une journée complète dédiée à la cyber, mais sous l'angle de l'économie. Ça s'appelle CyberEco Île-de-France. C'est coporté par la région, par l'ANSSI, donc Cibia également, le campus cyber, le Paris Santé Campus, un tas de partenaires pour pouvoir parler de tous ces sujets et surtout de manière très pratique. Si vous voulez rencontrer un expert pour pouvoir faire déjà un premier rendez-vous d'évaluation de votre maturité, il y aura des rendez-vous sous forme de speed dating de proposés. Si vous voulez avoir une démonstration d'un certain nombre d'outils
de sensibilisation, de première cartographie également de dispositifs financiers disponibles. Tout cela sera également possible sous forme d'ateliers et de pitch qu'on va essayer de faire avec soit en one-to-one, soit dans des petits groupes. Donc n'hésitez pas à venir, à vous inscrire à cet événement. On sera là, tout le consortium sera là. Dios Raci sera là également pour parler de l'assurance. Donc voilà, je vous donne rendez-vous le 19 mars en attendant un prochain webinaire également. Et vous aurez toutes les informations sur les actualités et nos prochains rendez-vous sur notre site. Merci beaucoup. Merci.